Passons alors au troisième point de ce que je veux dire. C'est que il faut saisir le rapport entre l'art et l'argent, pas seulement en se disant est-ce que ça peut aller ensemble ou est-ce que ça s'oppose définitivement, irréductiblement, mais il faut aussi se demander est-ce qu'il y a un lien dynamique entre les deux. Vous voyez, ce qui est un peu différent. Pas simplement dire est-ce qu'on peut à la fois aimer l'art et l'argent, faire des choses belles et en même temps aimer bien mettre quelques pièces d'or dans sa poche. Eh bien, au-delà de cette interrogation-là, et de savoir est-ce qu'il n'y a pas un rapport dynamique entre les deux. Comment pourrait-on définir finalement l'art? Eh bien, on pourrait la définir comme une expression de vie. L'art n'est pas statique, même si l'œuvre, évidemment, semble l'être à un moment donné, elle est tout sauf statique. Elle n'est pas statique parce qu'elle est le fruit d'une conception, et elle n'est pas statique parce qu'elle est aussi l'origine d'une réception. Dans la réception d'une œuvre d'art, il y a quelque chose d'éminemment créateur. Celui qui regarde une œuvre d'art ne la regarde pas simplement passivement, mais normalement, c'est une appropriation qui lui donne tout son sens et toute sa vie. Mais comment peut-on définir aussi l'argent? On peut dire l'argent, bien sûr, c'est des billets de banque. Aujourd'hui, c'est une monnaie fiduciaire plutôt qu'une monnaie réelle, c'est-à-dire que c'est notre croyance en sa valeur qui lui donne cette valeur, et non pas, par exemple, le métal précieux en lui-même, comme lorsqu'on faisait marcher avec des pièces d'or. Mais l'argent, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Sinon, une sorte d'énergie. Peut-être le mot qui correspond le mieux pour l'argent. L'argent, c'est une énergie. Donc une énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle ne relève pas de quelque chose d'infâme ni de sordide en soi. Elle est une potentialité d'être, ce qui va permettre précisément quelque chose. Et en ce sens, il me semble qu'il y a un rapport dynamique entre l'art et l'argent, et qui est celui d'une métamorphose possible. Autrement dit, si dans mon premier point, j'ai mis en garde, en quelque sorte, contre une mercantilisation de l'art, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer, au contraire, sans nier le lien entre les deux, justement, en une transmutation de l'argent? Vous savez, l'alchimie, quel mot merveilleux, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que cette énergie qu'est l'argent, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de lui donner simplement un autre sens que l'élément brut, mais comme étant cette espèce de force vivante auquel l'art peut donner une autre signification et une autre vitalité. Il y a là un portrait magnifique, original et déroutant, mais néanmoins, et justement pour cela peut-être saisissant, de Circé. Circé l'enchanteresse, vous vous souvenez, Homère. Et que faisait Circé? Elle transformait. Elle pouvait transformer aussi de façon un peu facétieuse et négative. Par exemple, lorsqu'elle n'aimait pas trop quelqu'un, elle le transformait, je ne désigne personne naturellement, en pourceau. Façon assez originale de se débarrasser de quelqu'un. Mais elle pouvait aussi, comme enchanteresse, enchanter le monde, enchanter les choses, c'est-à-dire transformer le profane en sacré. C'est ça le premier talent de Circé. Et c'est très heureux qu'il y ait Circé dans cette exposition. Parce qu'en fait, que va faire l'artiste? Il va transformer toutes choses, des choses qui sont déjà belles et grandes, mais qui ne sont pas forcément extraordinairement belles dans la nature. Prenez par exemple le nez de Ghirlandaio, un exemple tellement classique en histoire de l'art, ou prenez l'urinoir de Duchamp. Eh bien, on n'est pas dans des choses qui en elles-mêmes nous transportent, on peut dire, dans une extase sacrée. Mais l'art transforme, transmute, c'est le terme peut-être le plus juste, les choses pour leur donner une dimension qu'elles n'ont pas au départ. C'est précisément ce rôle de l'artiste qui est un rôle de transformation. L'artiste n'est certainement pas quelqu'un qui se contente de reproduire. Il y a un grand progrès dans l'histoire de l'humanité lorsqu'on passe de l'art comme reproduction. Aujourd'hui, de toute façon, il y a des photos aussi déjà. Le peintre, même si la photo aussi a aussi une dimension artistique, elle ne dit pas évidemment que la photo n'a qu'une portée de représentation, de reproduction exacte. Mais l'art en lui-même ne consiste pas simplement comme les raisins de Seuxis dans l'Antiquité. C'est des raisins qui n'étaient pas. Alors il y avait des raisins qui
des oiseaux par exemple qui venaient picorer la représentation de ces raisins, parce que ces raisins ressemblaient tellement à des vrais que les oiseaux s'y sont mépris. Eh bien, on considérait dans l'Antiquité que c'était la preuve d'un art réussi, c'est-à-dire que l'art était conçu uniquement comme duplication, reproduction du réel. Eh bien, le progrès, on peut dire, du sens artistique a fait qu'on s'est détaché de plus en plus de cette idée. L'art exprime, l'art rend visible et rend présent, mais n'est certainement pas d'abord seulement une reproduction fidèle. Et même lorsqu'il représente quelque chose, ce qui donne le caractère artistique, ce n'est pas le fait simplement que ça ressemble vraiment à l'original, mais c'est ce que ça rajoute en plus. C'est à la limite plutôt, des philosophes comme Sartre, sur ce plan-là, ont été intéressants, d'une certaine façon par la néantisation du réel. C'est-à-dire par le fait qu'en représentant le portrait de quelqu'un, c'est lui, mais c'est lui différemment de... C'est pas une pure ressemblance, c'est justement quelque chose de plus profond peut-être que ce qu'il est plus véritablement, davantage véritablement, mais qui n'est pas exactement la ressemblance parfaite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, on pourrait dire, une synergie, un beau terme, entre cette transformation, cette force transformatrice, créatrice qu'elle a, avec l'argent, qui est aussi une énergie pour justement opérer cette transmutation. Bien sûr, l'argent peut être considéré de façon statique, de façon, on peut dire, de la pure accumulation, ou identifié à une sorte d'objet, de Graal sacré, qui enfin apaiserait notre désir. Là, nous sommes dans justement ce que la mercantilisation présente, peut-être de sordide et en tout cas d'illusoire. Mais sans tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire sans pour autant dénigrer ou avoir une conception puriste qui n'est pas réelle et où on ne transforme rien parce qu'on n'accepte pas le matériau. L'alchimie, c'est la transformation du plomb en or. Si vous commencez par dire que le plomb ne vaut rien, vous n'allez jamais le transformer en or. Il faut d'abord l'accueillir d'une certaine façon dans ses qualités pour le transformer. Et l'argent a comme tant de choses justement que l'art représente, que l'art évoque, que l'art suggère quelquefois sans le représenter, même par l'absence. Dans l'art abstrait, il y a des choses qui sont présentes parce qu'elles sont absentes. Bon. Eh bien, ça nous permet, je crois, d'entrer dans un certain dynamisme. Un dynamisme qui est en même temps existentiel. Et ce sera le mot de la conclusion. Il y a un très belle peinture de Patrick qui est ici et qui porte aussi un nom magnifique et bien trouvé. Ça s'appelle Éclosion. En définitive, est-ce que l'art et l'argent ne se tiennent-ils pas la main, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'ils nous aident à éclore, c'est-à-dire à naître. On ne naît jamais vraiment. Je pense à Léonard de Vinci, vous savez, qui était un procrastinateur perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'achevait jamais ses peintures. Je n'en laisse d'ailleurs pas une quantité. Non. Alors certains ont dit oui, parce qu'il n'avait pas le temps, ou il était suroccupé par d'autres choses, où il y a eu des tribulations. Léonard de Vinci, entre parenthèses, qui était assez intéressé par l'argent. Vous savez que s'il a quitté, ce n'est pas pour les beaux yeux, qui n'étaient pas beaux d'ailleurs, il était plutôt moche, mais enfin bon, c'est autre chose, de François Ier, mais c'était parce que François Ier lui donnait beaucoup plus d'argent et de reconnaissance, parce que l'argent, ce n'est pas que l'argent en billets, c'est aussi toute cette énergie que l'on donne à l'autre. C'est ça aussi l'argent, d'une certaine façon. Et la reconnaissance est une forme d'argent aussi. Bon. Eh bien, il a quitté Rome et le pape Léon X, Jean de Médicis, parce que Jean de Médicis, c'était un peu infatué, mais non sans raison, parce qu'effectivement, d'abord Michel-Ange, mais Michel-Ange c'était surtout le pape précédent, enfin il y a eu un pape entre, mais qui a régné je crois 3 mois, mais qui était Jules II, Giuliano della Rovere, et Léon X, donc le pape en 1513, comme vous le savez, qui était un jeune homme, il a 38 ans, c'est jeune pour un pape, un grand mécène, de grande culture, et qui a eu le coup de foudre pour l'art de Raphaël et Sanzio. Et Raphaël et Sanzio, qui est aussi un homme d'argent déjà, et parce qu'il se payait énormément de courtisanes, comme vous le savez, il en est d'ailleurs mort, dit-on, d'épuisement. Bon. Et Raphaël et Sanzio avaient un atelier avec environ 50 personnes qui travaillaient pour lui, c'est considérable.
C'était un grand, et il dirait une fortune considérable, évidemment, des tableaux qui étaient vendus. Puis Léonard de Vinci est fâché, furieux, un peu vexé, parce que quand même, c'est un aîné qui se dit, ben, les petits jeunes, ils sont passés devant moi. Les héritiers sont toujours des assassins, vous savez bien. Et donc, il va partir en France, transportant un dos de mulet, notamment la fameuse Joconde, que réclament aujourd'hui les Italiens. Chaque fois que je vois un Italien, ils disent, mais quand est-ce que vous nous rendrez la Joconde? Je ne vais pas entrer dans ce débat, qui est d'un autre, qui pourrait être l'objet d'une autre causerie et conférence d'ailleurs. Ce serait intéressant, une causerie franco-italienne. Pour l'amitié franco-italienne, faut-il rendre la Joconde? En tout cas, sans trancher ce débat, si Léonard de Vinci est venu rejoindre le jeune roi immature et avide aussi d'une caution artistique et grandiose, qui était François Ier, qui avait 21 ans, eh bien c'est parce qu'il était très bien payé et qu'on lui offrait une résidence magnifique, le fameux Clos Lucé d'Amboise. Donc ce que je veux dire là, c'est l'art nous permet de devenir nous-mêmes, l'argent aussi d'une certaine façon. Les deux peuvent certainement nous conduire aussi à notre perte, en tout cas l'argent, peut-être aussi, qui sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux peuvent opérer aussi une synergie pour que nous puissions éclore, comme le dit si bien Patrick, c'est-à-dire naître enfin à nous-mêmes, en faisant, en opérant quelque chose. Et l'argent doit aussi être investi, c'est-à-dire que c'est par l'argent qu'on peut faire des choses. C'est en faisant des choses qu'on devient aussi soi-même. Alors c'est ce cercle vertueux qui est peut-être le cercle des pièces d'or, je ne sais pas, c'est-à-dire l'or, c'est aussi le plomb transformé, qui va nous aider à vivre un peu cette condition humaine qui est au cœur, au fond, de l'expérience artistique, parce que si on fait, pour soit de la poésie, ou de la peinture, ou de la littérature, ce n'est pas simplement parce que c'est joli, mais c'est parce que ainsi nous devenons nous-mêmes, peut-être l'humanité tout entière devient un peu autre. Merci. Je tiens à remercier Monsieur de Vibrac. Vous pouvez dire de Vibrac. Et donc, nous avons une très belle conférence. Merci. Je vous en remercie encore. Et aussi, donc, je suis ravie de cette exposition, des artistes, des œuvres des artistes qui ont exposé. Et je tiens aussi à rendre hommage à mon frère qui n'est plus de ce monde. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette exposition intitulée L'art et l'argent. C'est lui qui m'en a donné l'idée bien avant sa mort. Et voilà, donc je la dédie. Il était économiste et passionné d'art, il m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, je dédie cette exposition L'art et l'argent à Roger Zamit, mon frère défunt.